Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo review d'un pay-per-view qui me tient forcément très à cœur. C'est Money in the Bank 2011, un show que je n'avais pas revu depuis 2011, donc je l'avais vu qu'une seule fois. Et je vais pas vous le cacher que j'avais un petit peu peur. J'appréhendais un petit peu de revoir ce pay-per-view. Vraiment peur d'être déçu parce que très clairement... le dernier show que j'ai revu, qui me laissait de très bons souvenirs et qu'au final qui m'a beaucoup déçu, c'était Extreme Rules 2012. Donc j'étais vraiment pas très serein. Je vous le dis franchement, j'étais un peu stressé. J'avais vraiment peur de sortir du show et de me dire ouais, en fait c'était pas si bien que ça. Et ça me ferait chier parce que ça m'aurait un petit peu gâché mes souvenirs du show. Et clairement voilà, je voulais en garder un bon souvenir. Mais voilà. Donc, alors le pay-per-view, on va déjà revenir sur les caractéristiques du show. Donc, c'est un show qui s'est tenu le 17 juillet 2011. C'était donc à Rosemont dans l'Illinois. C'était à la Allstate Arena, la salle qui a d'ailleurs accueilli cette année Backlash, devant donc 14 815 spectateurs. Donc, la salle était blindée. Et donc le thème musical de ce pay-per-view, donc c'était Money in the Bank de Jim Johnston. Donc c'est le thème qu'on se tape depuis 2011. Il n'y a que en 2010 où on a eu un thème différent. Sinon depuis 2011 on se tape le même thème de merde. Alors je sais, il y en a qui vont me dire que ça colle au pay-per-view. C'est vrai que on peut pas vraiment blâmer le show. On peut pas vraiment blâmer la VE par rapport à ça. C'est vrai que le thème musical du pay-per-view colle parfaitement au show, mais ça serait quand même cool de changer parce qu'on a le même putain de thème depuis 2011. Je n'en peux plus de ce thème musical. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, on va attaquer la review, le show. Donc l'opener de la soirée, c'était le Money in the Bank ladder match de SmackDown. Donc déjà, je trouve que c'est une très bonne idée. Encore quand vous avez seulement un MITB ladder match, je pense pas que c'est une bonne idée de le mettre en opener. Quand vous en avez deux, très clairement, il faut que tu en aies au moins un des deux qui ouvre le show. C'est très clairement la chose à faire. Donc très bon choix pour moi d'opener. Donc alors au niveau des participants, on avait Daniel Bryan, Sin Cara, Wade Barrett, Heath Slater, Kane, Justin Gabriel, Sheamus et Cody Rhodes. Un match qui a duré 24 minutes, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Alors, mon avis sur ce match, j'ai trouvé que le début du match était vraiment cool. On avait vraiment un bon rythme. On a notamment Justin Gabriel, Daniel Bryan, Heath Slater qui nous ont fait des topés suicidas à l'extérieur. On a également à un moment du match Sheamus qui a porté une powerbomb sur Sin Cara du haut de l'apron du ring directement sur une échelle. D'ailleurs, ce qui a valu une vraie blessure à Sin Cara. Il a dû être exclu du match tout simplement. Je me souviens qu'à l'époque c'était vraiment blessé au niveau de l'épaule, je crois, si je me souviens bien. Donc c'était un bon spot, j'ai bien aimé. J'ai noté que suite à cette powerbomb de Sheamus, on a vraiment eu un gros flottement dans le match. Alors du coup, ça a certainement dû modifier du coup les plans du match et du coup, c'est compréhensible. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le gros point noir du match en fait. J'ai noté que tous les catcheurs ou presque avaient porté, on va dire, leur prise de finition. Ça, c'est un petit peu basique, j'ai envie de vous dire, dans un MITB ladder match. J'ai noté sinon qu'on a vu un petit neckbreaker de la part de Slater sur Daniel Bryan du haut de l'échelle, c'était plutôt cool. Et puis je vais revenir directement à la fin du match. En fait, à la fin, donc il restait Barrett et Bryan en haut de l'échelle. Et en fait, on a Bryan qui a réussi à reprendre le dessus en mettant donc à la fin un kick sur Barrett. Donc en fait pour qu'il tombe de l'échelle. Et donc du coup Daniel Bryan a pu décrocher la mallette. Et donc voilà, Mr. Money in the Bank de SmackDown en 2011. C'était Daniel Bryan, The American Dragon. Ça me faisait plaisir à l'époque, je me souviens, ça m'avait vraiment fait plaisir comme victoire. Sinon, donc, mon avis sur le match en lui-même, alors je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé que c'était un bon choix d'avoir mis ce match-là en opener. Le match était bon. Le défaut que je peux reprocher à ce match, donc forcément, c'est quand il y a eu le gros moment de flottement, mais je comprends, tout simplement parce que avec la blessure de Sin Cara, ça a totalement modifié le match et je comprends totalement. Cela dit, il y a une chose que je reproche quand même, c'est que pour moi, il n'y a pas eu assez de spots avec les échelles. En fait, il n'y a eu aucun spot, on va dire, du haut de l'échelle vraiment, à part le neckbreaker de Slater sur Bryan.
et ça me dérange un peu. On est dans un Money in the Bank ladder match. Je ne demande pas que le match ce soit Spot Monkey et qu'il y ait que ça pendant tout le match, mais au moins un marquant. Ce qui a été le cas d'ailleurs pour le deuxième MITB ladder match, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, c'est vraiment le gros reproche que je peux faire à ce match. Sinon le match était cool pour ouvrir le show, victoire donc de Daniel Bryan, et au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. C'est pas le pire MITB ladder match, très clairement, il y a eu moins bon que ça, mais c'est pas le meilleur, ça c'est sûr. Mais c'était quand même un bon opener pour ouvrir la soirée. Ensuite, le deuxième match de la soirée. Alors là, on passe vraiment du très bon, vraiment d'un très bon match à totalement l'opposé, puisque c'était pour le Divas Championship. On avait Kelly Kelly, a.k.a. la diva, je crois que je déteste la plus ever. Vraiment, je déteste cette cette diva, pardon. Donc c'était Kelly Kelly la championne face à Brie Bella. Match qui a duré un peu moins de 5 minutes. Je vais être expéditif sur ce match qui était mais dégueulasse. Je ne vais pas passer par quatre chemins. J'ai marqué que ce match était blindé de botch. C'était vraiment pas ouf. C'est un match vide. C'est pas étonnant. J'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Euh, on peut se plaindre de Bayley, par exemple. Vous le savez, moi je suis pas fan de Bayley, par exemple. Mais à côté, Bayley, c'est vraiment quand même largement au-dessus. Quand vous voyez le roster à l'époque et ce qu'on a maintenant, il y a vraiment du chemin parcouru, très clairement quoi. Bref, donc je vais être expéditif là-dessus. Victoire de Kelly Kelly qui s'impose avec son K2. Donc c'était sa prise de finition, c'était un genre de leg drop en fait. Je ne vais pas m'éterniser plus là-dessus. C'était un match blindé de botch, c'était vide, c'était inintéressant. Au niveau de la note, j'ai mis 2 sur 10. On a peut-être qui vont me trouver sévère, mais c'était vraiment, vraiment pas ma tasse de thé. Et voilà. Ensuite, le troisième match de la soirée, et pour moi là, ça n'a pas été une très bonne idée de mettre ces deux matchs-là d'affilée. C'était Mark Henry contre le Big Show. Personnellement, je n'aurais pas mis ces deux matchs-là d'affilée. Parce que très clairement, c'est les deux moins bons matchs du pay-per-view. Moi, ce que j'aurais fait, parce que là, du coup, euh, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'en aurais mis un au début du show et un juste avant le main event. Je pense que ça aurait été un peu mieux de faire comme ça. Mais mettre les deux d'affilée, je pense pas que c'était une très très bonne idée. Après, c'est que des détails. Il y en a qui vont me dire que je chipote, mais je sais pas, je trouve pas que c'est une très très bonne idée en fait. Bref, donc alors Mark Henry face au Big Show. Pareil, j'ai pas noté grand chose. C'est un match qui a duré donc 6 minutes, c'est pas énorme. Forcément, le rythme, bah, c'était pas élevé. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est normal. On a Mark Henry et le Big Show, faut pas s'attendre à avoir des prises exceptionnelles. J'ai noté que le Big Show s'était relevé du World Strongest Slam. Et puis ben, c'est un petit peu près tout ce que j'ai noté en fait. J'ai noté que j'ai noté que le Big Show en fait s'était fait projeter dans l'escalier et du coup en fait il s'était fait mal à sa jambe gauche et du coup en fait Marc Henry a travaillé sur sa jambe pendant le match. On l'a notamment vu à un moment donné porter un single leg Boston Crab, ce qui est pas courant. Hein, c'est quand même rare de voir Marc Henry porter un single leg Boston Crab. Et donc en fait à la fin du match, parce que je ne vais pas m'éterniser très longtemps là-dessus, eh bien c'est Mark Henry qui s'impose avec un deuxième World Strongest Slam enchaîné de 2 splash. Donc voilà, victoire de Mark Henry qui avait un petit peu, on va dire, démarré son Hall of Pain. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'était un match qui était vraiment pas terrible. Après, j'ai aussi pris en compte le fait que voilà, c'était Marc-Henri Big Show, faut pas en attendre quelque chose d'incroyable. Il y a eu un bon petit travail de Marc-Henri sur la jambe du Big Show, il n'y avait rien d'exceptionnel. Au niveau de la note, j'ai mis 4 sur 10, je me trouve peut-être même un peu généreux, mais c'était vraiment vraiment pas terrible. Sinon, j'ai noté qu'après le match, en fait, Mark Henry a bloqué la jambe du Big Show dans une chaise et en fait a fait un splash dessus. Donc voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Ensuite, le quatrième match de la soirée, c'était le deuxième Money in the Bank ladder match de la soirée, c'était celui de Monday Night Raw. Alors au niveau des participants, on avait Alberto Del Rio, Rey Mysterio, Jack Swagger, Evan Bourne, Kofi Kingston, Le Miz, Alex Riley et R-Truth. Un match qui a duré 16 minutes, donc il est quand même bien plus court que le premier. Il a été 8 minutes plus court que le premier. Un petit peu étonné qu'il y ait cette différence de temps parce qu'elle est quand même assez importante. J'ai noté que tous les participants étaient rentrés sur le ring avec une échelle. Et en fait, Del Rio, hein, très intelligent, était en plein milieu du ring. Vraiment. Donc du coup, je vous laisse deviner ce qui s'est passé.
bah, il s'est fait prendre en sandwich par les 7 autres participants. Voilà, très très bonne entame de match pour lui, hein. J'ai noté que le Miz était également sorti sur civière comme Sin Cara. Donc en fait lui il était en fait suspendu au titre, donc sans échelle, et en fait il est chuté directement sur son genou, et en fait il a vendu une blessure. Donc contrairement à Sin Cara, ce n'était pas une vraie blessure. Euh, donc voilà, moi à l'époque je me rappelle qu'à l'époque je me disais bon bah écoutez, bah, hécatombe, hein, deux blessés lors des deux MIT Bellador match quoi. J'ai noté en fait qu'il est revenu à la fin du match, le mise en bon fourbe qu'il est, il est quand même revenu en boitant. Donc il n'avait pas feint une blessure, il n'avait pas fait semblant d'être blessé, mais il revenait quand même en boitant à la fin. Il a essayé de voler le match en décrochant la mallette, mais Rey Mysterio l'en a empêché en portant un Sunset Flip Powerbomb du haut de l'échelle. Sinon j'ai noté que le spot du match très clairement c'était le Airborne de Evan Bourne du haut de l'échelle, donc sur tous les participants, donc c'était à l'extérieur du ring, c'était forcément le spot du match. Très très cool comme spot. Sinon je vais revenir directement à la fin du match, pareil, alors ça j'ai adoré. Donc en fait à la fin c'était Del Rio et Mysterio qui étaient en haut de l'échelle, et en fait Del Rio, qu'est-ce qu'il a fait, cette espèce d'enfoiré? Il a décroché le masque, en fait il a retiré le masque de Rey Mysterio. Du coup Rey Mysterio devait cacher son visage, c'est un petit peu normal. C'est une honte, hein, quand tu es luchador de te faire démasquer. Et donc en fait il a jarté Mysterio donc, sur une échelle. Et derrière en fait donc bon alors ça c'était pas voulu, mais en fait avec la balance, le poids de Mysterio, l'échelle de Mysterio a basculé sur celle de Del Rio. Du coup, tout le monde est tombé. On voyait d'ailleurs Del Rio qui était un petit peu énervé. Del Rio, donc, en fait, a dû repositionner l'échelle derrière et a pu décrocher la mallette. Donc voilà, Mister Money in the Bank, Alberto Del Rio. J'ai noté que Del Rio, l'air de rien, on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même l'un des plus gros push de l'histoire de la fédération. Quand même, hein, le mec, en 8 mois de temps, il a gagné le Rumble, il a été Mister Money in the Bank, il a été WWE Champion. Quand même pas mal pour un mec qui a débuté. C'est quand même, voilà, on dit souvent que Roman Reigns a eu et overpushé tout ce que vous voulez. On a également tendance à beaucoup citer le push de Brock Lesnar en 2002, mais celui de Del Rio en 2011, c'est aussi quelque chose, hein, l'air de rien. Sinon, mon avis sur ce match, je l'ai trouvé vraiment très bon. Sincèrement, vraiment un bon Money in the Bank ladder match. J'ai préféré celui-là au premier. Alors oui, il est plus court que le premier, mais il y a eu plus d'utilisation d'échelle, et bah voilà, c'était vraiment un bon match. Pour ce qui est de la note, j'ai mis 8,5 sur 10, mais vraiment en mention spéciale, on va dire, à ce qu'a fait Del Rio pour se débarrasser du Mysterio. Tu peux pas faire plus heal que ça. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc, c'était pour le World Heavyweight Championship. C'était Christian face à Randy Orton. Donc, c'était un match. Alors, petite précision, parce que c'est très très important de le préciser. Il y avait une petite stipulation qui avait été ajoutée à ce match. En fait, c'est simple. Si Randy Orton se faisait disqualifier ou décompté extérieur, il perdait la ceinture. Et vous allez voir que ce petit détail a eu une grande importance sur la fin du match. Donc, alors, il faut savoir que là, actuellement, je suis en train de me refaire justement l'année 2011. Et donc, bah, justement, je suis arrivé à Money in the Bank. Je n'ai pas revu celui de SummerSlam. Mais très clairement, Christian et Randy Orton. Et donc voilà, je vais peut-être pouvoir me racheter suite au tacle que j'avais mis à Orton à Backlash. Enfin, dans la vidéo résultat de Backlash. Vous le savez, je n'aime pas Randy Orton, mais très clairement, Christian et Orton, ils étaient faits pour s'affronter. Ils ont une connexion les deux, vraiment, leur match, vraiment, ça se laisse regarder. Vraiment, c'est super plaisant comme style de match. J'ai vu celui de Capital Punishment, pour moi c'est peut-être leur moins bon. Il reste cool, hein, mais c'est pour moi le moins bon peut-être. J'ai vu celui d'Over the Limit qui est excellent, vraiment je vous le conseille. Si vous avez aucun souvenir de ce match, je peux que vous le conseiller. Vraiment, ils ont une très très bonne connexion tous les deux. Sinon, donc j'ai relevé que Orton s'était relevé du kill switch, rien de surprenant. Donc forcément, j'ai noté que les deux avaient une très bonne alchimie. J'ai également noté que Randy Orton à cette époque-là avait plus de prises dans son arsenal. Donc je sais qu'à cette époque-là, il portait notamment le Angle Slam. Il avait également un neckbreaker très cool. C'est dommage que Randy Orton soit réduit actuellement à 3 prises. Vraiment, c'est dommage.
à cette époque-là, en 2011. En tout cas, il avait quand même beaucoup plus de prises dans son arsenal. Donc voilà, très bon, vraiment un match très cool. Sinon, je vais revenir directement à la fin du match. Donc en fait, à la fin du match, on a Orton qui a tenté de porter son RKO. Finalement, Christian l'a vu arriver, du coup, il s'est jeté, on va dire, dans le coin du ring. On a Orton qui donc en fait allait le chercher. Et là, Christian, très intelligent, lui crache littéralement un gros molar dans la gueule. Il avait déjà tenté de se faire disqualifier plus tôt dans le match dès le début. Il lui avait carrément donné une chaise à Orton en lui disant vas-y frappe-moi avec. Orton avait réussi à résister. Mais là, voilà, après 12 minutes de combat, le Orton il a pété un câble. Le mec s'est pris un molar dans la gueule, concrètement il a pété un câble et donc il s'est rué sur Christian. Et derrière l'arbitre a essayé de le séparer mais Orton a continué et ne s'est pas arrêté tout simplement. Et donc voilà, il s'est fait disqualifier. Donc voilà, nouveau World Heavyweight Champion par disqualification. Christian, quelle fin! Sincèrement, quelle fin! J'ai trouvé ce match très bon, vraiment très très bon. Je vous conseille vraiment d'aller les revoir, mais c'est vrai que le Orton, je suis vraiment pas fan de Randy Orton, mais très clairement, peut-être que son meilleur adversaire, ça reste Christian, parce que vraiment les deux ensemble, ils étaient vraiment faits pour s'affronter. Leurs matchs sont vraiment très très cool, et celui-là est vraiment très très bon. En plus de ça, la fin est vraiment très bonne. Donc au niveau de la note, j'ai mis 9 sur 10. J'ai hésité à mettre 8,5 parce que voilà, 12 minutes, c'est pas énorme. Le match a duré 12 minutes 20. C'est pas énorme pour un match de championnat poids lourd. Mais le match est vraiment très cool et le booking du match est vraiment très bon. Donc voilà pourquoi j'ai mis 9 sur 10. À noter qu'après le match, Randy Orton a continué à péter son câble sur Christian et lui apporter notamment 2 RKO sur la table des commentateurs. Donc voilà, et ensuite on a eu un dernier affrontement entre les deux à SummerSlam, et dans mes souvenirs, c'était un match avec des armes qui était d'ailleurs très bon. Je suis d'ailleurs assez impatient de le revoir. Et enfin, le main event de la soirée, c'était pour le WWE Championship. C'était CM Punk, donc chez lui, à Chicago, face à John Cena. Alors CM Punk, je pense que c'est mon entrée préférée de CM Punk, très clairement. Une entrée exceptionnelle. Après, bien évidemment, je suis fan de Punk, donc je suis obligé d'aimer cette entrée. Mais je me suis fait cette réflexion à moi-même, et c'était pour savoir votre avis. Personnellement, si je veux faire un top 3 de mes entrées préférées de Punk à la VE, bien sûr, ce serait en numéro 3, Payback 2013, quand il avait fait son retour. Numéro 2, je pense que je mets WrestleMania 29. Et en premier, je mets celle de Money in the Bank 2011. N'hésitez pas à donner votre top 3 des entrées préférées de Punk. Bref, donc note à part, une foule qui était totalement acquise à sa cause. Une ambiance exceptionnelle, John Cena qui se fait bien siffler. Ça m'a beaucoup fait penser au Cena Edge à Toronto, à Unforgiven, qui reçoit un petit peu le même style d'accueil, vraiment très hostile. Donc match qui a duré presque 34 minutes, donc c'est très long, c'est une très bonne durée. C'est un match marathon concrètement. J'ai noté donc déjà que le match forcément était très long. La première chose que j'ai notée, c'est qu'il y avait tout qui était réuni pour avoir un grand match. Le contexte, c'est-à-dire la storyline en cours et tout le machin, les catcheurs, l'ambiance, le lieu, tout était réuni pour avoir un match 5 étoiles. L'ambiance était juste ouf, sincèrement. Il y a eu beaucoup de contres pendant ce match, vraiment beaucoup de contres, je tiens à le souligner. C'est ouf, j'ai rarement vu autant de contres dans un match de catch, c'est assez incroyable. J'ai noté que Punk avait été un petit peu en mode Superman pendant ce match. Il a réussi à résister au STFU 2 fois. Il s'est également relevé du FU 2 fois, je crois. Mais sinon, oui, c'était un match vraiment très bon. Sincèrement, c'est un match très bon. Il faut savoir, note à part. Alors, je le précise parce que c'est quand même assez notable. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent ce mec, les notes de Dave Meltzer, on va dire, à cœur, que pour eux c'est important. C'est pas mon cas, mais bon, bref, c'est pas grave. Il faut savoir que c'est le dernier match 5 étoiles noté par Dave Meltzer à la WWE. Et le dernier qu'il avait noté avant celui-là, 5 stars, c'était Owen contre Bret Hart. Si je me souviens bien, c'était en 1997. Donc, comme vous pouvez le voir, le Dave Meltzer, il met pas souvent des 5 étoiles.
Et ben là, il l'a mis, tout simplement. Donc voilà. Sinon, je vais revenir à la fin du match. Donc en fait, à la fin du match, comment ça s'est passé? En fait, on a Punk qui a porté son JTS donc, sur Cena. Cena donc qui roule à l'extérieur du ring. À ce moment-là, donc en fait, Punk forcément va à l'extérieur. Il essaye de remettre Cena sur le ring. Il le remet sur le ring. Et là, on a John Laurinaitis et Vince McMahon qui sortent des backstage. Donc voilà, Punk forcément est distrait. Le temps de revenir sur le ring, on a John Cena qui porte son STF une nouvelle fois sur Punk. Et là, Vince, il a voulu nous faire une Montréal Screwjob. En fait, il a envoyé Laurinaitis, il lui a dit vas-y, va faire sonner la cloche. Sauf que John Cena, en bon Superman, en mec avec des valeurs, il va à l'extérieur du ring et il frappe, il empêche en fait Laurinaitis d'aller sonner la cloche. Ensuite, on le voit fixer Vince pendant allez, 10-15 secondes en train de lui parler, en lui disant que ça allait pas se passer comme ça. Et le temps de remonter sur le ring, en fait, on a Punk qui enchaîne avec le JTS. Euh, et voilà, victoire de CM Punk qui devient WWE Champion. Je l'ai déjà précisé dans des vidéos, je vais le redire, mais bon, c'est pas grave. C'est le match de catch qui m'a le plus fait péter un câble. Concrètement, je pense que c'est mon meilleur souvenir en tant que fan de catch. J'ai pas réussi à dormir, je m'en souviens encore. Euh, quel match, sincèrement, quel match, quelle ambiance, il y a tout qui est réuni. Sincèrement, il y a tout qui est réuni. C'est mon moment, je pense, de catch préféré. Sincèrement, tout est réuni dans ce match et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir, sincèrement. Euh, ça m'a remis les larmes aux yeux, hein. Vraiment, ça m'a fait. C'est vraiment spécial dans mon cœur ce match. J'ai également oublié de le préciser, mais on a Cena qui a tenté des prises qu'il ne porte jamais. Enfin, vraiment, c'est un match à voir. Sincèrement, c'est un classique de la WWE. Fan de Cena ou non, fan de Punk ou non, les deux ont fait un clinique, comme on dit. C'était un 5 stars. Voilà, j'ai mis 10 sur 10. De toute façon, je vois pas ce que je peux mettre. Je me vois pas mettre autre chose. Sincèrement, le match est vraiment très bon. Il y a tout qui est réuni. Il y a vraiment tout. Tout est réuni pour mettre 5 étoiles. Vraiment, tout. J'ai oublié de le préciser, mais après le match, on voit Vince qui est totalement décomposé. Donc en fait, il prend le casque de Jerry Lawler et en fait, il demande au mec de faire venir Alberto Del Rio pour qu'il cache sa mallette. On a Del Rio qui vient pour tenter de cacher sa mallette. Punk l'en empêche en lui mettant un gros kick sa mère dans la gueule. Et derrière, Punk se barre dans le public avec le WWE Championship. C'était surréaliste comme scène et très clairement, quelle fin de pay-per-view. Quelle fin de pay-per-view. C'était génial. Donc voilà, ça fait clairement partie de mes matchs préférés. C'est peut-être pas mon match préféré, sincèrement. J'aime beaucoup le Taker Michaels de WrestleMania 25. J'aime également beaucoup le Triple Threat de WrestleMania 20. Je, je sais pas, je pense que ça se joue entre ces trois matchs. Je pense que c'est mes trois matchs de catch préférés, en tout cas la VE. Mais très clairement, voilà, c'est un match 5 étoiles que j'ai beaucoup aimé revoir. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne du pay-per-view, on arrive à une moyenne de 6,9 sur 10. Alors j'ai envie de vous dire merci le Marc-Henri Big Show et le match Diva qui ont totalement foiré la moyenne du pay-per-view, hein. Donc, alors, c'est un show qui est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs pay-per-view produits dans l'histoire de la WWE. L'air de rien, sur 6 matchs, on a quand même 2 qui sont vraiment pas ouf, hein. Ça fait quand même un tiers du show à jeter. Mais concrètement, c'est un show très bon. Très bon. C'est-à-dire que, à part ces deux matchs-là, vous avez les deux MITB Ladder matchs qui sont vraiment bons. Les deux matchs de championnat sont vraiment très très bons. C'est un show à voir. Vraiment, c'est un show à voir si vous ne l'avez pas vu. Histoire de vous mettre dans l'ambiance de Money in the Bank pour cette année. Je vous le conseille. Je vous le conseille. En plus de ça, on est à Chicago, donc il y a vraiment une bonne ambiance. C'est un très bon show. C'est un très bon show. Si je devais comparer ce show à un show que j'ai analysé cette année sur la chaîne, je le comparerais un petit peu, on va dire, à Vengeance 2005. C'est-à-dire que vous avez genre un ou deux matchs qui sont en dessous et le reste, c'est vraiment très bon. Et c'est un show que je vous conseille. Vraiment, c'est un show que je vous conseille. Et puis, ben, c'est forcément un show qui a une place dans mon cœur.
Je pense que je vais pas vous l'expliquer pour la millième fois, mais c'était tellement cool d'être fan de CM Punk ce soir-là. C'était superbe, c'était génial, c'était Money in the Bank 2011. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'attends tout simplement votre avis sur ce show qui est quand même très très réputé chez les fans de catch. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce show, ce que vous en avez pensé. Est-ce que selon vous le Cinapunk mérite 5 stars? Est-ce que c'est votre Cinapunk préféré? Parce que concrètement, les Cinapunk, ils ont tous été bons. Ils ont même tous été très bons. Pour avoir revu, on dit récemment, ceux de Night of Champions 2012 et celui de Raw en 2013. Ils sont tous très très bons quoi. Vraiment, les Cinapunk c'est ouf quoi. Les deux pareil, ils avaient une connexion, c'est incroyable. Enfin bref, donc voilà comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics de Money in the Bank 2017. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.